350 soldats en Côte d'Ivoire, c'est le même chiffre au Sénégal et 1000 au Tchad. Voilà donc le dispositif militaire pour l'instant, selon des sources officielles de la France sur les différents territoires sus-mentionnés. Aujourd'hui, le Tchad, le Sénégal et la Côte d'Ivoire décident de se séparer de cette présence militaire française de leur territoire, estimant d'ailleurs devoir récupérer aujourd'hui leur souveraineté, en tout cas pour ce qui est du Tchad. En ce qui concerne le Sénégal, l'annonce a été faite en adéquation avec les promesses qui avaient été réitérées et élaborées durant la campagne présidentielle. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, les avis sont encore mitigés sur le pourquoi du comment de ce retrait annoncé de la Côte d'Ivoire le 31 décembre 2024. La France, décidément, est donc répudiée, chassée du territoire africain, retro en tout cas d'une relation pleine d'échecs finalement entre la France et les pays africains, notamment ceux de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel et de l'Afrique centrale. Mesdames, messieurs, on en parle avec notre invité qui n'est nul autre que le docteur Sango, politologue et internationaliste. Vous êtes avec nous, bonsoir et bienvenue dans ce studio. Bonsoir Madame Bégoudé Cassandra, bonsoir à vos multiples auditeurs et téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver encore ce soir dans le cadre de ce rendez-vous panafricain. Bonsoir à la technique et ravigoté d'être encore là pour essayer de pousser le combat panafricain. Eh bien, nous allons démarrer les échanges dans cette émission panafricaine, justement, juste après cette transition. Merci d'être avec nous sur For You Radio, votre radio panafricaine. C'est la première sortie de l'émission Regard panafricain de l'année 2025. C'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année. Bienvenue à ceux qui nous regardent et nous écoutent sur nos différentes plateformes internet For You Media Africa et sur nos différents médias. Docteur Sango, les nouvelles ont été annoncées par les chefs d'État sénégalais et ivoiriens. La France va plier bagage dès janvier 2025 de leur territoire. Elle avait déjà été faite par Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, au nom du président Diomaye Diakhar Faye. Ceci venait réitérer les promesses de campagne qui avaient été faites. Et Docteur Sango, justement, il y a de cela quelques semaines, il y a de cela quelques mois, on pressait le Sénégal de prouver qu'il pouvait, justement, avec ses autorités en place actuelles, respecter ce programme de campagne, respecter ses annonces et ses promesses. Que dites-vous aujourd'hui? Le Sénégal est-il en train de s'inscrire dans les promesses de campagne électorale qui avaient été faites par le duo Sonko-Faye? Écoutez, je pense qu'il faut partir d'une analyse un peu beaucoup plus holistique pour comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de conséquences, on pourrait dire. Il faut dire que alors que les liens personnels entre les politiques, ou j'ai envie de dire les élites politiques françaises et africaines, et les réseaux d'influence parfois officiels et officieux ont longtemps permis de marquer l'expertise de la France en Afrique, Paris a été surpris par la généralisation de l'hostilité que certaines puissances africaines, dans une sorte de globalisation, ont décidé d'afficher contre sa personne, j'ai envie de dire contre sa politique. Parce qu'en réalité, il s'agit de la politique que cette puissance véhicule, qui est aujourd'hui dénichée, vomi et dénoncé par la majeure partie des États africains. Il s'agit donc de cette hostilité-là qui est aujourd'hui dans une sorte, n'est-ce pas, de vent inarrêtable que Paris n'arrive pas à comprendre. Paris elle-même est surprise. Mais pourquoi est-ce que Paris serait surprise? Ou alors pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? C'est ça la question fondamentale. La réponse à cette préoccupation est tout simplement simple. C'est justement parce que Paris, depuis Mathusalem, depuis son rôle de colonisateur, n'avait pas compris le sens profond de ce qu'on a appelé
la décolonisation. C'est-à-dire, lorsque vous voyez des balbutiements historiques des relations entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas des relations que cette puissance a toujours privilégiées avec les États africains, lorsque vous voyez donc ces actions avec les États africains, on se rend bel et bien compte que cette puissance-là n'a jamais voulu décoloniser les États africains dans le sens de leur donner la véritable indépendance et la souveraineté. Parce qu'en faisant une analyse comparative avec d'autres puissances qui ont aussi été des puissances coloniales, colonisatrices, on voit que Paris avait, n'est-ce pas, un type d'administration qui était beaucoup plus rigide, paternaliste, centralisatrice, comparé par exemple à la Grande-Bretagne qui, dans sa façon d'administrer, de coloniser, donnait un tout petit peu le pouvoir et la licéité aux puissances colonisées de se prendre en charge et de participer à la gestion des affaires de leur cité. On voit donc au fil du temps, les États qui avaient été colonisés par la Grande-Bretagne ont, du point de vue comparatif aux États colonisés par la France, au moins une certaine souveraineté, une certaine indépendance, que ce soit sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan du développement économique. C'est ainsi que vous pouvez voir le démarquage qui existe entre les pays comme le Nigeria, les pays comme le Ghana, les pays comme l'Afrique du Sud, aujourd'hui en Afrique. Et ces pays-là contrastent totalement avec les pays francophones, tels que le Cameroun, le Gabon, le Nigeria, etc., le Niger, etc., etc. Donc, c'est cette façon de faire qui a donc causé, au fil du temps, l'ire des Africains, c'est-à-dire la colère de certains Africains qui n'arrivent plus à comprendre et accepter cette façon de faire, plus de 8 décennies après, n'est-ce pas, la colonisation. Donc aujourd'hui, on voit que ce vent qui a commencé dans un petit cercle qu'on a appelé l'Afrique, n'est-ce pas, subsaharienne, l'Afrique saharienne, c'est-à-dire à travers ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui en termes géopolitiques les États de l'AOS, ce vent-là est en train de prendre corps au niveau de son environnement. Et ça rejoint les analyses que j'ai toujours eu à faire ici en disant que nous sommes en présence d'un vent panafricaniste qui souffle partout où se trouvent les bribes de la colonisation, de l'impérialisme et de la France-Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que ce qui s'est passé ou ce qui se passe au niveau des États de l'AES est déjà en train de contaminer son environnement. Hier, c'était le Niger, c'était le Mali, c'était le Burkina Faso. Dans un passé récent, c'était, n'est-ce pas, au Tchad, de prendre, n'est-ce pas, l'envol. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir le Sénégal et qui eût cru la Côte d'Ivoire qui viennent d'emboîter le pas à ces États de l'AOS. Donc en réalité, c'est l'expression d'une réfutation, n'est-ce pas, d'un système qui a jusque-là montré ses limites et qui empêche aux puissances et aux véritables peuples de subvenir à leurs besoins et de jouir de leurs matières premières et de leurs ressources naturelles. Donc d'entrée de jeu, voilà ce qu'il faut comprendre de tout ce qui est en train de se présenter aujourd'hui comme révolution. Pour ce qui concerne le Sénégal, est-ce les promesses de campagne qui sont aujourd'hui en train de se matérialiser? Je pourrais dire oui, parce qu'on voit bel et bien que dans la campagne que les deux leaders qui ont aujourd'hui la charge de diriger les destinées du Sénégal figuraient bel et bien ces éléments de déconnexion coloniale, parmi lesquels les bases militaires, le franc CFA, bref, tous ces éléments coloniaux que les puissances occidentales et fondamentalement la France ont privilégiés pour maintenir l'Afrique. Donc moi je suis aujourd'hui de ceux qui pensent que il n'y a pas une déconnexion entre ce que les leaders sénégalais viennent d'annoncer et ce qu'ils ont prêché comme discours. Et ça permet de remettre sur la table, de rejoindre les analyses que nous avons toujours eu à faire ici en disant que à un certain moment donné, on avait l'impression que ces leaders-là s'éloignaient de leur discours de campagne, de leurs promesses de campagne.
Donc, heureusement, aujourd'hui, s'ils sont revenus dans cette sorte de liaison entre campagne et action politique, c'est une très bonne chose. Mais moi, je mets tout cela à l'actif de ce vent panafricaniste qui est en train de cibler tous les éléments d'impérialisme de France-Afrique qui se trouvent dans n'importe quel pays aujourd'hui. Vous voyez que c'est déjà en train de pénétrer la Côte d'Ivoire, qui, du point de vue fonctionnaliste, est considérée aujourd'hui comme le cœur automatogène du fonctionnement de la France-Afrique. Donc, si la Côte d'Ivoire arrive déjà à ce niveau, c'est justement parce que elle n'arrive pas à résister à ce vent panafricaniste qui est en train de souffler les éléments de la France-Afrique dans tout le continent africain. D'entrée de jeu, voilà un peu l'analyse holistique qu'il faut un peu privilégier pour comprendre ce bouleversement géopolitique que nous sommes en train de voir aujourd'hui et qui étonne la France justement parce qu'elle n'a pas su anticiper et rectifier sa façon de faire conformément au contexte et aux desiderata des populations africaines. La France aurait peut-être gagné en accompagnant, par exemple, ces processus de souveraineté voulus par les puissances africaines. Parce qu'on voit bel et bien que dans tous les États africains aujourd'hui, les peuples sont de plus en plus avertis des grands enjeux. Le peuple est aujourd'hui dans une dynamique de prendre en main sa souveraineté. Le peuple n'accepte plus la politique de condescendance, la politique de domination. Le peuple ne demande que des rapports égaux, des partenariats gagnant-gagnant entre leur pays et les puissances occidentales. Or, on voit que la France n'avait pas encore compris cela. Elle a toujours continué à se comporter comme si on était à l'époque coloniale, raison pour laquelle nous observons, nous arrivons donc à ce renversement, à ce bouleversement géopolitique qui est en train de mettre aujourd'hui en mal cette influence coloniale qui a perduré jusque-là. Merci, docteur Sango. Avec la présence française en Côte d'Ivoire, plusieurs accusations avaient déjà été faites contre ce pays, considéré comme une base arrière de déstabilisation contre les pays comme le Niger, par exemple, ou encore le Burkina Faso. Aujourd'hui, le président Alassane Dramane Ouattara annonce dès janvier 2025, le mois d'ailleurs qui est en cours, le retrait ou encore la rétrocession du camp Bima, n'est-ce pas, dans son pays, à l'armée nationale. Est-ce que cela signifie forcément que le président Alassane Dramane Ouattara le fait de son propre chef, ou simplement, docteur Sango, que ce serait une décision qui émane totalement de la France pour des motivations qui ne sont pas forcément panafricanistes ou encore qui ne rentrent pas dans le même cadre que la volonté pour certains pays de ménager et surtout de protéger leur souveraineté? Je pense que les deux hypothèses sont politiquement envisageables. Envisageables, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a deux facteurs importants qu'il faut privilégier pour comprendre ce comportement des États, non seulement au niveau de leur politique interne, mais aussi et surtout en liaison avec les dynamiques internationales. Au niveau, n'est-ce pas, de la volonté d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire au niveau interne, on peut aujourd'hui comprendre que cette façon de faire émanerait d'Alassane Ouattara, qui a compris le bouleversement géopolitique mondial aujourd'hui et qui est en train de comprendre que son camp qui était porté par la France est aujourd'hui dans une situation défavorable et qu'il serait important pour lui, n'est-ce pas, d'anticiper et de faire des réformes dans le sens, n'est-ce pas, de recapter ce qu'on pourrait appeler l'adhésion et la confiance de la population. Lorsque vous savez qu'en 2025, en Côte d'Ivoire, il y aura des élections présidentielles. Donc en réalité, ce bouleversement géopolitique que nous voyons au niveau régional, en conjugaison avec ce qui se passe au niveau international, fait donc en sorte que certains leaders qui étaient jusque-là restés des turiféraires de la France-Afrique sont obligés aujourd'hui
Parce que là, il faut mettre l'accent sur la terminologie obligation. Parce que quand on dit que vous êtes obligé de faire quelque chose, ça veut dire que voilà, on n'a pas vraiment le choix. Oui. Et que si vous voulez rester dans le sens, n'est-ce pas, de conserver vos intérêts, vous êtes obligé de suivre, n'est-ce pas, la direction que la force, le rapport de force est en train de vous imposer. C'est pour cela que je privilégie cette hypothèse, n'est-ce pas, de l'émanation interne d'Alassane Ouattara. Donc, il subit ce qui est en train de se passer au niveau de son environnement, plus proche, mais aussi et surtout au niveau de son environnement international. Il voit qu'au niveau international, son père et son partenaire historique datant n'a plus les capacités nécessaires d'influencer, d'accord, certaines choses pour se maintenir. On peut aussi privilégier la variable française qui serait aussi en train, n'est-ce pas, d'agir dans le sens de faire ce que j'appelle souvent des réformettes, n'est-ce pas, pour essayer de calmer cette opinion africaine et même internationale qui est de plus en plus en défaveur de la France-Afrique, ce qu'on a appelé l'opinion anti-française, qui est aujourd'hui galopante dans tous les États africains. Donc face à cette réalité-là, la France peut activer, comme elle a toujours eu à activer, un certain nombre d'actions, des réformes qui pourront amener ces États à revoir ou alors à enlever le pied au niveau de l'accélérateur dans le sens des dynamiques révolutionnaires. Donc, lorsque vous posez la question, en réalité, il faut privilégier ces deux variables, interne et internationale. Aujourd'hui, je pense que Alassane Ouattara n'a presque plus le choix. Il est en train de comprendre que, en réalité, son camp ne peut plus résister à ce vent panafricaniste qui est aujourd'hui impulsé non seulement par des peuples au niveau africain, mais aussi et surtout par cette défractation des pôles de centralité que nous voyons au niveau international et qui fait en sorte que le bloc de l'Ouest, qui était fondamentalement porté par la France, n'est plus en nette capacité de contrôler les choses. Vous savez que si on était encore à l'époque de l'après-guerre froide, c'est-à-dire à l'époque où le bloc de l'Ouest était presque devenu le gendarme du monde, il y a longtemps qu'on aurait brisé, n'est-ce pas, cette dynamique révolutionnaire dans l'œuf. C'est-à-dire ce qui s'est passé au niveau du Niger, Mali ou Burkina Faso serait aujourd'hui brisé en créant des coups d'État internes ou alors en faisant des assassinats politiques. Mais on voit qu'aujourd'hui, le contexte ne le permet plus. On voit qu'aujourd'hui, ce bloc-là ne peut plus procéder ainsi, justement parce que il y a une sorte, n'est-ce pas, de défractation des pôles de centralité qui fait en sorte qu'ils n'ont plus la nette capacité de contrôler, d'agir et de se défendre facilement. Donc, en réalité, il faut privilégier une analyse globale, une analyse, n'est-ce pas, dichotomique, qui privilégie l'interne et l'international. Il est difficile aujourd'hui de comprendre ce qui se passe au niveau des États africains en le déconnectant des dynamiques internationales. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte marqué par la mondialisation. Ça veut dire qu'en réalité, tout est interconnecté. Donc, c'est cette interconnexion qui est aujourd'hui important dans la grille de lecture de ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler les révolutions, n'est-ce pas, militaires que nous voyons au niveau du continent africain. C'est des révolutions qui sont nourries et impulsées par des dynamiques internes qui ont compris la nécessité de ne plus subir la colonisation, l'impérialisme, parce que nous ne sommes plus dans ce contexte-là. Nous sommes dans un contexte où les États doivent collaborer, certes, mais collaborer dans le sens, n'est-ce pas, d'égal à égal. Merci, docteur Sango. Alors, il y a une autre hypothèse qui peut-être être envisagée. C'est à vous de nous le dire. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire seraient en train de prendre, prendre cette direction, c'est-à-dire la séparation avec les accords de défense signés entre la France et eux.
simplement pour pouvoir hériter ou encore bénéficier du cercle de protection qui est aujourd'hui, que pourrait être aujourd'hui l'AES. Car si les pays comme ceux qui comportent aujourd'hui l'AES n'ont plus sur leur territoire des bases militaires françaises et qu'il reste le Sénégal et la Côte d'Ivoire ou encore le Gabon et le Tchad, si ces différents pays réussissent à se séparer de cette présence française, alors il pourrait bénéficier du cercle de protection que forme peut-être l'AES grâce à sa formation, à sa création, et serait peut-être moins en danger face aux représailles de la France après une telle décision. Cela est aussi envisageable. Vous savez, il nous a été donné de voir dans le comportement de certains États, tels que le Sénégal, tels que dans une moindre mesure la Côte d'Ivoire, mais fondamentalement le Sénégal, oui. Une sorte de politique manichéenne que ce pays-là privilégiait dans ce qui est aujourd'hui convenu d'appeler le think tank entre les États de l'AES et les États, n'est-ce pas, de la France-Afrique privilégiée par la CEDEAO. C'est-à-dire, on a vu comment, à un certain moment donné, il y a eu ce bicéphalisme entre l'AES impulsé par une certaine idéologie transitologiste, alternativiste, souverainiste et indépendantiste, et le bloc, n'est-ce pas, de la CEDEAO qui représentait l'idéologie des consolidologistes, c'est-à-dire ces acteurs qui voulaient que le système colonial se maintienne au niveau africain. On a donc vu face à ce bicéphalisme-là entre ces deux acteurs, le comportement d'un État comme le Sénégal, qui ne voulait pas prendre position de manière officielle, c'est-à-dire qui privilégiait la politique de neutralité, à peu près comme s'il ne voulait pas faire du mal ou alors déplaire à un acteur contre un autre. On a vu le discours que Faye portait face à cette situation. Parfois, il reconnaissait qu'il était le médiateur désigné par la CEDEAO. Dans d'autres discours, il, n'est-ce pas, refutait cette façon de faire. En réalité, c'était une diplomatie manichéenne qui, à notre avis, dans le bloc des panafricanistes, ne valait pas sa place, son pesant d'or. Parce qu'en réalité, on n'a plus besoin de cette façon de faire aujourd'hui au continent africain. Donc, face à cette réalité-là, on peut aujourd'hui, ou du moins d'après ce parti préanalytique, on peut dans une moindre mesure comprendre que la décision de chasser les bases militaires au Sénégal pourrait peut-être résulter du fait que le Sénégal veut montrer aux États de l'AES une sorte de solidarité, une sorte, n'est-ce pas ici, de partenariat d'amour, une sorte, n'est-ce pas ici, d'amour, de rapprochement. Mais cette façon de faire là, en réalité, mérite d'être dépassée dialectiquement. Pour dire qu'aujourd'hui, même si le Sénégal et la Côte d'Ivoire décident de prendre une telle action, le degré de rupture contre la France-Afrique entre les États de l'AES et ces deux pays qui viennent de prendre cette décision ne sera pas le même. D'accord, il y a une sorte, n'est-ce pas, de différenciation au niveau du degré d'engagement. Parce que ce qui est sûr, même si le Sénégal vient à dénoncer les bases militaires étrangères au niveau de son sol, ce Sénégal-là n'est pas prêt à aller, n'est-ce pas, au sens et au rythme de la déconnexion telle que impliquée et impulsée par les États de l'AES. Pourquoi? Parce que si ce Sénégal-là avait cette perspective-là, il aurait rejoint directement les États de l'AES à travers la demande qui leur avait été faite par ces États de l'AES aujourd'hui. Même chose avec la Côte d'Ivoire et même chose aujourd'hui pour le Tchad. Donc en réalité, pour que le combat panafricaniste, pour que la dynamique de déconnexion, de rupture, de fragilisation totale de la France-Afrique soit une réalité efficace aujourd'hui sur le continent africain, il faudrait une sorte de mutualisation des rapports de force. On n'a pas besoin de procéder par dispersion. On n'a pas besoin de procéder isolement. On a besoin
que les États se mettent ensemble pour former un noyau dur, capable de dire non à cette politique manichéenne france-africaine. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, si le Sénégal et la Côte d'Ivoire décident d'évoluer en vase, n'est-ce pas, un clos ou en vase séparé, ça va pas, à mon avis, renforcer le combat panafricaniste aujourd'hui, qui n'a plus besoin des divergences, qui n'a plus besoin, n'est-ce pas, des oppositions. Il faut se mettre ensemble pour déraciner tous ces éléments de la France-Afrique qui ont pris du temps pour se maintenir. Parce que vous savez que on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va facilement déraciner la France-Afrique du continent africain d'un seul coup. Parce que c'est un système qui a pris du temps pour se maintenir dans plusieurs domaines, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique, social, culturel, dans tous les domaines. Il y a des éléments de la France-Afrique qu'il faut s'attaquer. Donc, cette politique de déconstruction-là mérite une sorte de mutualisation des rapports de force. Il faut que les États africains se mettent ensemble pour déraciner, déconstruire tout cela, afin de construire des paradigmes nouveaux qui pourront peut-être leur permettre de partir cette fois-ci sous des nouvelles bases et d'impulser leur dynamique économique. Donc, voilà, à mon avis, ce qu'il faut dire sur le comportement du Sénégal. Le Sénégal est toujours dans cette logique, n'est-ce pas, de neutralité, de cette logique, n'est-ce pas, de tendance. Le Sénégal ne veut pas véritablement embrasser la politique, n'est-ce pas, impulsée par l'AOS, qui demeure aujourd'hui, à notre avis, l'idéal type, n'est-ce pas, de libération du combat africain. Bien, merci docteur Sango. S'il fallait donc refaire le schéma, on comprendrait que vous estimez aujourd'hui qu'il faut prendre avec des pincettes le possible retrait de la France du territoire ivoirien. Il faut observer de très loin, en lorgnant franchement sur le possible retrait des Français au Sénégal et situer chaque retrait dans son contexte, ce qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Mali, au Niger, au Burkina Faso ou dans une moindre mesure au Tchad. Tout à fait, tout à fait. Il faut privilégier, n'est-ce pas, cette différenciation dans le sens, n'est-ce pas, de combat. Lorsqu'on sait qui sont des acteurs, quel rôle est-ce qu'ils ont joué dans le passé et qu'est-ce qu'ils entendent encore impulser, n'est-ce pas, dans l'avenir. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On peut peut-être mettre de côté peut-être Faye et le jeune Tchadien Mahamat de côté pour mettre Alassane Ouattara au centre, n'est-ce pas, de cette analyse comparative. Pour dire que Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui, depuis son engagement politique en Côte d'Ivoire, a montré sa position. Et il a montré qu'en réalité, il n'était pas un panafricaniste. Il avait choisi son camp de manière officielle et il a travaillé efficacement dans ce sens-là. Vous savez que c'est quelqu'un qui a été un disciple de Houphouët-Boigny. Et lorsqu'on parle du combat panafricaniste, lorsqu'on parle de la politique de déstabilisation du continent africain aujourd'hui, on ne peut ne pas mettre au centre le nom du président Houphouët-Boigny, qui a été le cerveau de, n'est-ce pas, comment dirais-je, c'est-à-dire le cerveau de déstabilisation des dynamiques, n'est-ce pas, révolutionnaires en Afrique. Lorsque vous prenez par exemple le cas de l'assassinat du président Thomas Sankara, il faut vous rappeler que la mort du président Thomas Sankara vient du fait que Houphouët-Boigny avait accepté que la Côte d'Ivoire soit utilisée comme base arrière. Il y a eu une sorte de conspiration entre Houphouët-Boigny et Mitterrand à l'époque pour mettre de côté Thomas Sankara, qui se présentait à cette époque comme un caillou dans la chaussure de la France-Afrique en Afrique. Donc, vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, le disciple d'un tel acteur et penser aujourd'hui qu'il est possible qu'il retourne sa veste et redevenir facilement panafricaniste. Donc, ce qu'il est en train de faire là aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est des actions, des stratégies, des réformes qui visent tout simplement à se repositionner politiquement.
Donc dans un contexte... Vous pensez que c'était en rapport avec l'élection de 2025? Bien sûr, okay. Bien sûr, bien sûr. Dans un contexte où ce système-là est de plus en plus en dégénérescence, en difficulté, et ils sont donc dans une logique de recherche des stratégies pour maintenir le système. Parce qu'il faut faire très attention, c'est un système que les États africains sont en train de combattre aujourd'hui, que les États de l'AES sont en train de combattre aujourd'hui. Les États de l'AES ne sont pas en train de combattre les individus. C'est le système qu'il faut combattre, qui utilise dans son sens fonctionnaliste des acteurs, qui ne sont rien d'autre que des personnes qu'on peut téléguider n'importe comment. Donc face à ce système-là, les acteurs, les turiféraires de ce système-là sont donc en train de chercher des stratégies pour essayer de sauver le système. Okay. Et c'est dans cette logique-là que Alassane Ouattara s'inscrit aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger Alassane Ouattara, n'est-ce pas, avec les acteurs de l'AES. Il faut prendre ça avec des pincettes parce que je dis, c'est des acteurs différents qui ont des visions différentes et qui ont des perspectives différentes en termes d'avenir de l'Afrique. Il faut vous rendre compte que au niveau des États de l'AES, on a une nouvelle génération de leaders. C'est des présidents qui n'ont presque pas connu la colonisation. Lorsque vous prenez ces jeunes-là, Traoré, Tiani et même Goïta, vous voyez que c'est des personnes qui sont parties de nulle part. C'est des personnes qui ont compris les enjeux que traversait leur continent. Et c'est des personnes qui ont compris qu'il est important, qu'il était urgent pour eux de prendre à main leur destin et de sauver la continuité de leur État qui était jusque-là menacé par le système de la France-Afrique. C'est en prenant en considération ces éléments, ces paradigmes de comparaison qu'il faut aujourd'hui comprendre le combat qui est en train de s'opérer au niveau de cette Afrique de l'Ouest, parce qu'il faut toujours mettre tout ça au centre, même si le Tchad a aussi un certain rapprochement avec tout cela. Le problème est beaucoup plus fondé aujourd'hui au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui représente aujourd'hui le noyau automatogène de la libération du continent africain. Docteur Sango, on a terminé de parler du Tchad, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il du Gabon? Le Gabon pourrait-il rester aujourd'hui le seul pays africain parmi les 4 où était prévue cette reconfiguration militaire de la France à garder, présente sur son sol les bases militaires françaises? Quelle image pour cette transition au Gabon qui pourtant se veut également de suivre la lancée de la souveraineté, la lancée de la libération et de la restitution au Gabon de ces lettres de noblesse, comme l'a dit le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Pensez-vous, ça c'est peut-être le deuxième aspect de la question, que les bases militaires qui sont fermées pourraient renvoyer leur personnel au Gabon? Écoutez, il faut savoir que du point de vue politologique, il y a toujours une sorte de feurée lorsqu'il y a alternance, lorsqu'il y a changement dans un État. D'accord? Il y a toujours la joie qui accompagne les populations parce que celles-ci sont contentes de voir un système nouveau face aux échecs du système ancien qui persistait jusque-là. C'est en cela qu'il faut comprendre aujourd'hui l'euphorie qui a suivi le coup d'État qui a été impulsé par le général Oligui Nguema du côté du Gabon, dans un contexte où les populations avaient déjà un mal de ce qu'on a appelé la monarchisation du Gabon par la famille Bongo, dans un contexte où Ali Bongo lui-même, à l'état physique du terme, ne pouvait plus impulser, n'est-ce pas, les destinées de ce Gabon-là dans le sens des intérêts et des desiderata de la population. Face à cette logique-là, le coup d'État, la secousse qui a été impulsée par le général a été acceptée, n'est-ce pas, majoritairement par la population. Sauf que sur le plan donc de ce que j'appelle souvent le soulèvement de profondeur, il y a eu, n'est-ce pas, des déceptions qui sont aujourd'hui en train de se présenter au niveau, n'est-ce pas,
de la réalité. On voit bel et bien que ce qui s'est passé au Gabon s'est passé presque au même moment avec les révolutions que nous sommes en train de voir au niveau de l'Afrique de l'Ouest, impulsées par les États de l'AES. Et que face à cette politique de déconnexion aujourd'hui, on voit bel et bien que les États de l'AES sont en train d'implémenter ce que les États africains, les populations africaines demandent en termes de rupture. On voit donc un comportement différentiel entre ce qui est impulsé au niveau des États de l'AES et qui est aujourd'hui accepté et voulu, encouragé par les États africains, et ce qui est impulsé du côté du Gabon. Hier encore, c'était dans une moindre mesure avec le Tchad. On voit qu'au Gabon, il y a eu révolution, mais une révolution qui n'a pas pour objectif de s'attaquer aux problématiques panafricanistes, aux problématiques souverainistes. On voit que Olingi Nguema fait des sorties et des discours sur des réformes sur le plan interne du Gabon. On a vu comment il a fait certaines réformes sur le plan interne. Peut-être les retraités, la subvention du carburant, etc. Et récemment encore, il est en train d'annoncer qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. En réalité, ce n'est pas de telles problématiques qu'il faut aujourd'hui privilégier, qui sont aujourd'hui importantes. On a besoin des leaders qui s'attaquent aux problématiques qui empêchent aux États africains d'être prospères au niveau interne aujourd'hui. Les États africains sont dans une sorte de situation aujourd'hui où ils sont embrigadés au niveau international par leur souveraineté. Vous ne pouvez rien faire en termes de développement, en termes de prospérité, en termes de construction économique, si vous n'êtes pas souverain, Madame Bégoudé. Il faut dire ça à nos téléspectateurs pour qu'ils nous comprennent davantage. Pourquoi est-ce que nous tapons sur la révolution qui est en train de s'opérer au niveau du Gabon? Il faut que les États africains cherchent d'abord à résoudre ce problème, n'est-ce pas, de souveraineté sur le plan international. C'est une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête des États africains et qui fait en sorte que tout ce que les États africains peuvent faire au niveau interne comme réforme ne peuvent pas être efficaces dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations si au niveau international il n'y a pas eu cette levée de rebours qui pesait sur leur tête. C'est pourquoi nous avons demandé au président Olingi Nguema de se prononcer sur la problématique des bases arrières, de se prononcer sur la problématique du franc CFA, de se prononcer sur le sempiternel problème de la division économique du travail sur le Gabon aujourd'hui. Toutes ces problématiques n'ont pas fait l'objet jusque-là de la préoccupation du président Olingi Nguema. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, au Gabon, il y a eu certes une secousse, mais c'est une secousse qui a participé à sauver un système qui était jusque-là en difficulté. Le système de la France-Afrique qui avait été longtemps porté et implémenté par la famille Ali Bongo était dans une sorte de désuétude, de dégénérescence avec l'état physique d'Ali Bongo, qui n'était plus accepté par la population. C'est pourquoi il fallait faire donc cette rupture, cette secousse-là, ce coup d'État-là, de la même chose qu'on a fait en Guinée-Conakry, pour qu'on essaie de sauver le système. Il faut vous rappeler que les élections présidentielles qui étaient organisées jusque-là a eu un vainqueur qui était bien connu au nom de Moussa Ondo, qui avait très bien gagné les élections. Mais vous avez vu qu'au lieu de donner les résultats à cette personne qui avait gagné les élections, il y a eu une sorte d'intervention militaire impulsée par la France pour conserver le système à l'effet de l'impulser dans la dynamique du temps long. Donc, même comme il est en train de dire qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle, ce n'est pas une annonce qui doit être acclamée, c'est une annonce politique qui vise tout simplement à porter à la tête du Gabon un France-Africain qui va continuer le travail que Omar Bongo, Ali Bongo et lui, Olingi Nguema, ont travaillé jusque-là. Donc, c'est cette stratégie, ce sont ces différents paradigmes qu'il faut aujourd'hui privilégier dans la lecture
de la libération du continent africain aujourd'hui. Le continent africain ne peut pas se libérer s'il n'est pas souverain, s'il n'est pas indépendant. Et prendre cette souveraineté, cette indépendance nécessite de privilégier ce qu'on appelle les déconnexions maximalistes. Il n'est plus question de privilégier les déconnexions molles. Les déconnexions où vous dénoncez quelque chose mais vous restez toujours en coopération. Non, il faut dire non parce que la liberté, elle ne se négocie pas, elle s'arrache. Il est question donc que les Africains fassent leur révolution, cassent les œufs pour que les lendemains meilleurs leur soient prospères. Bien, merci à vous, docteur Songo. Nous en avons terminé avec la question des bases militaires françaises ou encore la déchéance, en tout cas, de la France sur le territoire africain. On parle notamment des pays tels le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et on s'interrogeait sur le cas du Gabon. À présent, parlons sans transition de notre dernière thématique à l'ordre du jour en quelques minutes avec l'annonce du président guinéen Mamadi Doumbouya qui insiste sur le fait que 2025 sera une année électorale cruciale. Le président en place depuis pratiquement 3 ans l'avait déjà annoncé, il l'a réitéré lors de son discours du 31 décembre 2024. Il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle si jamais elle a lieu en Guinée-Conakry et personne dans son gouvernement d'ailleurs ne le sera. Mais docteur Songo, à l'aune des difficultés ou encore des tensions politiques qui se vivent aujourd'hui en Guinée-Conakry, à quoi faut-il s'attendre en 2025 lors de cette fameuse année électorale cruciale pour la Guinée-Conakry? Je pense que c'est un discours de déception du point de vue panafricaniste. Il faut le dire de manière péremptoire que c'est un discours de déception parce qu'on voit que le président Doumbouya, le général Doumbouya, vient une fois de plus de distraire les consciences des Guinéens de manière spécifique et des Africains de manière globale. On voit que le président Doumbouya est en train de privilégier ce que nous appelons l'accessoire en lieu et place du principal. Le principal aujourd'hui en Afrique, c'est quoi? Ce n'est pas l'élection. Ce ne sont pas des élections. Les élections ne sont pas une préoccupation en Afrique aujourd'hui. La preuve, depuis 1960, n'est-ce pas, de l'obtention des indépendances en Afrique, il y a une succession d'élections. Il y a une succession de votes, une sorte de succession d'alternance. Mais ça n'a pas réussi à avancer le continent économiquement, à développer le continent. C'est la preuve qui démontre que l'élection telle qu'elle a toujours été pratiquée en Afrique, dans ce système néocolonial à laquelle les puissances occidentales ont assujetti le continent africain, n'était pas un outil et un indicateur de développement du continent africain. C'est cette réalité qu'il faut aujourd'hui comprendre et que les États de l'AES ont compris et que tous les Africains ont compris, sauf Doumbouya aujourd'hui, qui est en train d'insister sur des superficialités. Ce que Doumbouya est en train de faire là, c'est à peu près ce que je viens de vous expliquer là concernant le Sénégal. D'accord? Il y a eu une sorte de fragilisation du système de la France-Afrique en Guinée à travers le professeur Alpha Condé, qui dans ces derniers jours, dans son dernier mandat, lors de son dernier mandat, développait déjà les velléités panafricanistes, les velléités de déconnexion. Bref, il n'attendait plus fonctionner de manière, n'est-ce pas, servile, les politiques occidentales. C'est de ça qu'il est question. On a donc fait tout pour le mettre de côté. Et vous savez que dans cette façon de déstabilisation, les puissances occidentales utilisent toujours quelqu'un qui est à côté de vous. Vous savez que Doumbouya, c'était l'un, n'est-ce pas, des bras droits du professeur Alpha Condé. Et d'aucuns parlent même d'une certaine parenté qui existerait entre les deux. Donc on a donc utilisé le fils, le frère, le bras droit pour mettre de côté quelqu'un qui causait déjà problème à la France-Afrique. Donc aujourd'hui qu'il est aux affaires, vous voyez son comportement. Il n'a pas fait le coup d'État pour impulser les choses importantes en Guinée. Il est en train de donner aujourd'hui raison à ceux qui pensent que
Le coup d'État qu'il a fait contre Alpha Condé, c'était un coup d'État qui visait à consolider les intérêts de la France-Afrique. Lorsqu'il privilégie aujourd'hui les élections, est-ce que c'est en organisant les élections en Guinée que le problème guinéen va se résoudre? Non, pas du tout. Mais il reste la pression des forces vives de Guinée qui manifestent aujourd'hui et qui réclament une élection présidentielle, pas tellement parce que c'est très important pour les Africains, mais parce que se basant sur les promesses du président Mamadi Doumbouya à son accession au pouvoir, qui rappelait que la transition sera clôturée, il y aura un retour à l'ordre constitutionnel, les autorités en place du CNRD ne se présenteront pas à l'élection présidentielle. Certes, cela n'est pas un enjeu important, mais ça reste une revendication des forces vives du pays. Je vous ai dit dernièrement ici qu'il est important de privilégier dans cette lutte, n'est-ce pas, le système qui est implémenté dans les États africains. Le système de la France-Afrique qui utilise aujourd'hui les acteurs tels que Doumbouya. C'est pourquoi à l'intérieur des États, la société civile, l'opposition, le peuple doit poser les problématiques du combat dans le sens de s'attaquer au système, parce que Doumbouya aujourd'hui n'est que la conséquence d'un système qui a longtemps fonctionné en Guinée-Conakry aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui que si Doumbouya organise les élections et porte peut-être à la tête de la Guinée un civil ou alors une autre personne, que le problème guinéen va se résoudre? Je ne pense pas que ça va se résoudre. Pour que le problème guinéen se résout aujourd'hui, il faut d'abord se débarrasser d'un certain nombre d'éléments préalables qui empêchent à ce que la Guinée s'inscrive dans la dynamique du développement économique. Et je pense que ces éléments préalables-là avaient déjà été attaqués par le leader historique de la Guinée-Conakry que nous appelons, que nous connaissons tous, Sékou Touré. Les Guinéens n'ont qu'à parachever, à suivre le chemin que Sékou Touré avait déjà tracé. C'est de ça qu'il est question. Il n'est plus question de revenir dans le sens de l'impérialisme et de la colonisation. Non, il est question de poursuivre le chemin de Sékou Touré. Or, lorsque vous voyez le comportement des politiques guinéens, lorsque vous voyez le comportement de Doumbouya, lorsque vous voyez le comportement d'une certaine fraction de la société civile guinéenne, est-ce que vous avez l'impression que ces acteurs, ces derniers, utilisent la méthodologie impulsée par Sékou Touré? Je ne pense pas. C'est chacun qui est en train de lutter pour ses intérêts. C'est chacun qui est en train d'orienter le combat vers de l'accessoire, alors qu'il est important de s'attaquer aux problématiques fondamentales, à faire des soulèvements de profondeur, à peu près comme nous sommes en train de voir au niveau des États de l'AES aujourd'hui. Pourquoi en Guinée? La question même qu'on doit d'abord se poser, pourquoi est-ce que la Guinée n'a pas rejoint directement les États de l'AES? C'est ça. À partir de ce moment, quand vous répondez à cette question-là, vous comprenez totalement ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Peut-être, docteur Sango, pour vous relancer rapidement, puisqu'on n'a plus assez de temps, le président Mamadi Doumbouya ne voulait pas se mettre à dos directement et rapidement les membres de la CEDEAO, ou du moins la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, puisqu'il fallait certainement un soutien à ce chronogramme malheureusement terminé depuis et qui n'a toujours pas donné lieu à une élection présidentielle sur le territoire guinéen. Vous savez quoi? Doumbouya n'a pas rejoint l'AES, pas parce qu'il ne veut pas, mais c'est justement parce qu'il ne s'appartient pas. Ce qu'il impulse comme politique à la tête de la Guinée aujourd'hui est impulsé par la métropole. C'est-à-dire il applique tout simplement ce que la métropole lui demande d'appliquer. C'est de ça qu'il est question. Si Doumbouya était un souverainiste, si Doumbouya était un leader qui avait fait un coup d'État dans le sens de donner à la Guinée sa souveraineté et son indépendance, il aurait rejoint les États de l'AES. Même chose pour tous les autres États qui donnent aujourd'hui l'impression de lutter pour la souveraineté des États africains. Il n'y a pas de lutte souverainiste qui vaille et qui tienne aujourd'hui sur le sol africain en dehors de celle qui est impulsée par les États de l'AES. L'AES est aujourd'hui l'exemple, l'idéal type, l'exemple typique que les autres États doivent impulser.
même s'il y a aussi certains inconvénients, certaines limites, certains errements que les États de l'AES peuvent aussi connaître sur le terrain, mais j'ai dit, les États de l'AES ont aujourd'hui montré la voie à suivre. Donc Doumbouya en réalité, il se comporte comme il se comporte là parce que il est une télécommande aux mains, n'est-ce pas, des puissances occidentales. D'accord? On appuie ici, on lui demande de partir ici, il va seulement. On demande de faire ceci, il fait seulement. Donc en réalité, l'élection présidentielle qui est convoquée et à laquelle il insiste à ce qu'elle soit organisée, c'est justement parce que on veut consolider un système. Il faut légitimer le coup d'État à travers une élection. Oui. C'est ça l'enjeu aujourd'hui en Guinée-Conakry. On va organiser une élection, Doumbouya va se porter candidat, il sera élu et dans le discours, n'est-ce pas, de ces puissances occidentales, de ces acteurs internationaux, on va dire qu'il n'est plus le leader de la jungle, mais cette fois-ci, il a de la légitimité populaire de gouverner la Guinée. Ce sont donc ces systèmes de manipulation que nous voulons que ça s'arrête, Madame Cassandra. Il faut mettre un terme à ce qu'on appelle la crise de légitimité qu'on a longtemps imposée au continent africain. On vous donne l'impression qu'on a organisé des élections et que, à travers ces élections, le peuple a élu, n'est-ce pas, les leaders, alors qu'au fond, il n'en est rien. C'est ce problème que les États de l'AES sont en train de résoudre aujourd'hui. Il faut définir un type de légitimité propre au continent africain qui peut même ne plus passer par le vote, par les élections. Qui vous dit que la légitimité passe essentiellement lorsque vous organisez l'élection ou le vote? Non! Ailleurs, ça peut marcher, mais en Afrique, ça ne marche pas parce que lorsque vous voyez l'anthropologie africaine, lorsque vous voyez la cosmogonie africaine, elle est communautariste. Elle n'a rien à voir avec ce que les puissances occidentales veulent nous imposer. Donc à partir de là, on doit prendre conscience de cette crise, n'est-ce pas, de conscience qui traverse le continent et intégrer le fait que c'est à nous que revient la responsabilité de définir notre propre système politique qui répond à nos intérêts, à nos réalités, à nos desiderata et à nos valeurs culturelles. C'est de ça qu'il est question. Les États africains ne doivent plus s'empresser à organiser les élections. Et regardez même l'organisation de ces élections. Chaque fois qu'il y a élection en Afrique, c'est un moment de violence. Les crises, les deuils, etc. On s'entretue justement parce qu'on veut élire un individu qui n'est pas parfois porté et voulu par la population. Pourquoi ces crises-là? Pourquoi ces violences-là? C'est justement parce qu'on veut forcer les populations à accepter un leader qui n'est pas forcément celui que ces populations-là veulent porter à la tête de l'État comme président de la République. Donc, il faut s'attaquer aux problèmes fondamentaux. Faire des soulèvements de profondeur au lieu de faire des agitations de surface qui vont participer à faire endurer des problèmes. Et que préconisez-vous donc en Guinée-Conakry en 2025 s'il n'y a pas d'élection présidentielle, s'il n'y a pas de visage présidentiable, s'il n'y a pas une véritable société civile ou une classe politique? Je crois que ce sujet, nous l'avons abordé la semaine dernière, c'était un tout petit peu vos conclusions. Qu'est-ce qu'on préconise en Guinée-Conakry? Un Mamadi Doumbouya qui reste au pouvoir, mais qui fait l'effort de rentrer dans la droiture cette fois-ci pour mener à bien une véritable transition? Vous savez que moi je suis de ceux qui pensent que l'Afrique n'a pas besoin de ce qu'on appelle du messianisme politique. D'accord? Que ce soit un militaire, que ce soit un civil, que ce soit un universitaire, etc. Tout le monde aujourd'hui peut diriger les destinées des États africains à condition qu'il soit panafricaniste, courageux et volontariste. C'est la même chose que je vais donc dire concernant la Guinée pour l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? Doumbouya peut rester à la tête, n'est-ce pas, de la Guinée, mais travailler dans le sens de s'attaquer au niveau des problématiques souverainistes panafricanistes, de manière volontariste, ouverte et sans préjugés. Donc, si Doumbouya, l'année prochaine, décide de faire table rase des élections, de surseoir à l'organisation des élections, il faut donc qu'il s'oriente vers la dénonciation des problématiques fondamentales, telles que les bases militaires, telles que la problématique, par exemple, de la colonialité du pouvoir,
où on a encore cette influence grandissante de la France dans la politique interne guinéenne. Et il doit s'attaquer, n'est-ce pas, aux problématiques, n'est-ce pas, de la commercialisation et de la production des matières premières et des ressources naturelles de la Guinée de manière libre et souverainiste. Lorsque vous voyez un pays comme la Guinée, c'est un pays qui est riche en termes de ressources naturelles. Et la bauxite, par exemple, le cuivre, etc. Mais regardez le niveau du développement sur le terrain. La population n'arrive pas à jouir ne serait-ce que des 1/10, n'est-ce pas, de la richesse de leur sous-sol. Pourquoi? Justement parce que au niveau des rapports avec les puissances occidentales et fondamentalement au niveau de ce qu'on appelle le commerce mondial, il y a, n'est-ce pas, une méthodologie, une stratégie qui a été instaurée et qui fait en sorte que la Guinée ne puisse pas en bénéficier de ces matières premières, de ces ressources naturelles. Ce sont donc des pareilles problématiques que nous aimerions que le président Doumbouya s'attaque l'année prochaine. Il ne doit plus poser sur la table le problème des élections. Non! L'élection représente quoi par rapport à ce que je viens de vous décrire là comme problématique? Donc en réalité, l'année prochaine, ce n'est pas une course aux élections. L'année prochaine, nous attendons de Doumbouya qu'il retourne la veste et qu'il s'attaque aux problématiques qui fâchent à ces puissances occidentales. C'est de ça qu'il est question. Il faut qu'il travaille dans le sens des États de l'AES. Il montre aux États africains qu'il est prêt à assumer la liberté, comme je ne sais pas, son grand-père ou son aïeux ou son oncle, Sékou Touré, l'a fait. On a vu que Sékou Touré était le seul leader qui s'était opposé à la France-Afrique. Il était presque isolé au niveau de l'Afrique francophone. Il a su dire non à Charles de Gaulle, à Mitterrand, en disant que la liberté, l'indépendance ne s'accommode pas avec les éléments coloniaux, impérialistes et esclavagistes. Il a assumé ça jusqu'à sa mort. Et il est donc de bon ton que les descendants de Sékou Touré, pour qu'ils honorent ne serait-ce que ce combat panafricaniste, qu'ils suivent du moins ce que leur leader avait tracé avant qu'il ne meure. C'est ça que nous voulons de Doumbouya. Nous ne voulons pas de Doumbouya quelqu'un qui fait l'agitation de surface, quelqu'un qui soit un téléguidé, quelqu'un qui soit encore au XXIe siècle une entité instrumentale au jeu et au fonctionnement de la France-Afrique en Afrique. Merci à vous, docteur Sango. On va mettre la clé sous le paillasson. Regard panafricain, ça passe toujours très vite dans ce studio radio africain de notre chaîne panafricaine. Merci à vous, docteur Sango. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Regard panafricain. Merci pour votre analyse panafricaine apportée aux thématiques mises sur la table. Je rappelle quand même que nous parlions de la présence militaire française en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, mais aussi au Gabon. Nous parlions aussi de l'année cruciale sur le plan électoral annoncée par le président Mamadi Doumbouya. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. C'est moi qui vous remercie et je remercie les téléspectateurs et téléauditeurs qui nous ont écoutés. Merci à Kelly qui est à la mise en onde, à la réalisation et derrière les caméras lors de ce programme, de cette émission. On se retrouve tous très bientôt sur For You Radio. Les programmes et l'information se poursuivent sur notre média panafricain. Au revoir, AES.